Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Enregistrons la conférence et nous arrêtons cet enregistrement à la toute fin, c'est-à-dire au moment des questions, parce que plusieurs amis nous ont demandé d'avoir des enregistrements et c'est toujours déposé sur notre site web de la communauté Baha'i. Alors, Peter, sans plus tarder, je m'efface et c'est à toi le micro et la parole. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, Peter. Alors, oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est parfait, OK, c'est en mode c'est présentation. excellent. Et merci beaucoup d'être là pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'économie du bonheur et de la paix. Et Dieu sait qu'on en a besoin dans le monde actuel. Et d'ici à la fin de la conférence, j'espère que tout le monde va être d'accord qu'on a vraiment besoin d'un nouvel ordre économique mondial, non seulement dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Alors, la présentation de ce soir se divise en trois parties. D'abord, la géométrie, assez complexe d'ailleurs, du bonheur humain. Et on va voir la relation entre la paix et le bonheur, d'une part, et aussi de l'économie au sein du bonheur global. Ensuite, nous allons passer en revue rapidement les limites et échecs de l'application du modèle économique courant pour résoudre les problèmes du monde. Et je pense que vous êtes d'accord que c'est loin d'être un monde en paix et de bonheur. Et finalement, en troisième partie, je vais vous proposer, comme Lise l'a bien dit, et merci beaucoup Lise pour la belle introduction, un modèle qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, justement, donc proclamé par Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i, vers 1870. Et cela veut dire est une synthèse de plusieurs descriptions d'une économie pleine de bonheur et de paix au cours de 2500 ans. Mais la différence du modèle de Baha'u'llah, c'est que c'est dynamique et ça combine toutes ces théories-là. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, pour commencer à définir le bonheur. Quand vous vous promenez dans l'air frais d'une forêt tranquille, est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Autrement dit, est-ce que le bonheur est matériel et écologique? Ou encore, quand vous entrez tôt le matin dans le calme, avant l'arrivée de vos collègues pour travailler sur une tâche qui vous passionne, ce n'est pas ça le bonheur? Autrement dit, est-ce que le bonheur est professionnel et économique? Ou encore, quand vous sortez des urnes avec un sentiment de soulagement et de fierté et exercez votre droit de vote, ne sentez-vous pas heureux? Autrement dit, est-ce que le bonheur est d'ordre politique? Ou quand vous êtes une famille d'immigrants et qu'une harmonie interculturelle vous envahit, ce n'est pas ça le bonheur. Autrement dit, est-ce que le bonheur est social? Et finalement, quand vous priez et qu'une tranquillité absolue descend sur votre âme, ce n'est pas ça le bonheur. Autrement dit, est-ce que le bonheur est spirituel? Mais je pense que vous êtes d'accord que le bonheur est tout ça. C'est comme un ballon éminemment gonflable qui repose sur 5 branches. Et la paix et ses synonymes que je viens de nommer, tranquillité, calme, harmonie, en font toujours partie intégrante et condition préalable. Donc, il faut passer par la paix avant de jouir du plein bonheur. Alors, vous allez sûrement me dire, mais Peter, écoute, là, 5 branches, pourquoi pas 4 ou 6? Mais j'ai fait un peu de recherche là-dessus. J'ai trouvé que la fameuse pyramide de Maslow, Abraham Maslow, qui porte sur les conditions nécessaires pour l'épanouissement personnel, a également 5 paliers. Et même dans la méditation hindoue, on trouve qu'il y a 5 couches ou koshas qui englobent l'âme de l'être humain. Donc, restons-en avec 5. Alors, malheureusement, en 2021, notre sphère du bien-être est bien tordue
c'est-à-dire mal équilibré. Il y a un ballonnement, vous le voyez ici, malsain qui dépasse la sphère de durabilité de long terme sur les axes écologiques et économiques, alors que sur les autres axes politiques, sociaux et spirituels, il y a une sous-atteinte du bonheur durable. Pour augmenter le bonheur, donc, il faudra améliorer l'efficacité, l'équité et l'équilibre à des degrés et dans des directions différentes. J'ai de la chance d'être le petit dernier dans cette série de 8 conférences parce que les 7 conférenciers précédents ont magistralement cerné les entraves actuelles qui empêchent le ballon du bonheur de se redresser. Par exemple, Arthur Dahl, qui a parlé de la crise et des équilibres sanitaires, d'un point de vue écologique, a expliqué sur l'axe écologique que avec le gaspillage et la pollution, on a violé l'équilibre entre la population humaine et la nature. De plus, on a créé de l'iniquité entre la présente génération et les générations futures. C'est comme si l'humanité ait oublié le dicton amérindien qui dit que le monde naturel n'est pas donné par nos pères, mais emprunté à nos enfants. En contraste, sur le plan politique, il s'agit non pas de dépassement, mais de sous-atteinte du point optimal. Comme Daniel Esra nous a si bien expliqué, on a faussé le délicat équilibre entre les droits des uns et les responsabilités des autres. Ce point vert de l'unification future. Tant que les politiciens à tous les niveaux ne feront pas preuve de véracité, d'intégrité et de compassion, ils ne voteront pas les lois claires et équitables pour convertir le chaos, le point rouge, en équilibre et l'injustice en équité. Sur l'axe social aussi, nous avons eu 2 conférences. Elizabeth Wright sur le racisme et Claire Lapointe sur l'inégalité des sexes et surtout la place inférieure donnée aux femmes sur la plupart de l'histoire du Québec. Alors, dans ces 2 cas-là aussi, il s'agit de donner plus d'équité et d'équilibre pour qu'on redresse l'égalité entre les ethnies et les genres. On passe maintenant en 4e à l'axe spirituel du bonheur. Robert Laliberté nous a appris que même en confinement physique, nous sommes parfaitement libres de poursuivre notre croissance spirituelle. De plus, la flèche montante de ce progrès spirituel procède par des étapes ou stations qui sont communément reconnues par toutes les religions et la plupart des philosophies, c'est étonnant. Donc, le noble sentier octuple, 8 stations du Bouddha, le sermon sur la montagne de Jésus, qui a déjà identifié 8 classes de personnes qui sont heureuses, et les 7 vallées de Baha'u'llah, nous amènent tous à la même destination et par sensiblement le même chemin. De plus, Sébastien Amodeo, dans son élocution sur la religion et la science, laquelle a raison, a démontré les rétroactions positives entre l'axe spirituel et l'axe matériel. Il y a de plus un lien direct aussi entre la croissance spirituelle et l'économie. Car selon Shoghi Effendi, la solution économique est de nature divine. Nous arrivons enfin à notre véritable sujet qui est l'axe économique. Et c'est le discours de Frédéric Escudé qui a attiré notre attention sur le besoin de la réciprocité et de la coopération. Ces 2 mots vont revenir tout au long de la présentation. Alors, passons sous la loupe le petit point vert qui est là. Et, tiens, c'est un beigne. Ça a l'air d'un beigne. Et effectivement, il y a une nouvelle théorie économique qui a été émis par Kate Raworth de l'Université d'Oxford il y a à peine 5 ans, qui s'appelle l'économie du beigne. Cette métaphore accorde une place centrale à l'économie au sein du bonheur, car l'axe économique est entre l'axe matériel et les axes plus
sociaux. Alors, il est obligatoire de rester sur la surface du beigne, qui est cette aire un peu donc de couleur sable ici au milieu. Parce que si on va trop à l'extérieur ici, nous violons l'équilibre durable avec la nature en ouvrant la boîte de Pandore écologique composée par la pollution de l'air, la perte de biodiversité et même, on l'a lu dans les manchettes cette semaine, la fonte des caps polaires. Et si on tombe trop à l'intérieur, nous violons les besoins essentiels que Maslow a si bien identifiés. L'énergie, l'eau, nourriture, la santé sur l'axe matériel, le revenu et le travail sur l'axe économique, la représentation universelle et la justice sur l'axe politique et les strictes égalités des sexes et équité interethnie, plus l'éducation sur l'axe social. Alors, visiblement, je pense que vous êtes d'accord qu'on a besoin de reposer des questions. Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont nos préférences pour une économie future qui nous garderait un peu sur la surface de ce beau beigne? Alors, permettez-moi de vous poser 4 questions. D'abord, est-ce que vous préfériez créer un objet avec vos propres mains et originalité ou produire la même chose sur une chaîne de production dans une usine? De 2, A, est-ce que vous préférez recevoir quelque chose en cadeau ou acheter la même chose dans un magasin? 3, est-ce que vous préférez donner quelque chose en cadeau à quelqu'un ou lui vendre la même chose ou peut-être payer des impôts de la même valeur? Et finalement, est-ce que vous préférez voir un film ou manger dans un restaurant avec un restaurant, mettons, 3 étoiles avec une amie, ou voir un film et manger dans un restaurant 5 étoiles seul? Si vous avez répondu plus dans la colonne de droite, les réponses B, alors vous avez réussi avec A+, le cours d'économie 101 à n'importe quelle université de l'Amérique du Nord. Parce que c'est ça la théorie standard. Mais si vous avez répondu plus dans les A, ici à gauche, vous avez la soif d'une théorie de la réciprocité, telle qu'expliquée par Frédéric Escudé. Alors, l'économie qu'on vit actuellement n'est point une économie de bonheur et de paix. C'est plutôt une économie de guerre et de malheur. Je vais vous donner quelques chiffres. Les coûts de la guerre se chiffrent à 1981 milliards de dollars par année en dépenses militaires, soit de préparation ou même de mener des guerres. Et cela équivaut à 251 dollars par chaque homme, femme, bébé et octogénaire de la planète. Je trouve ça vraiment triste. D'un autre côté, le malheur, c'est-à-dire c'est l'opposé du bonheur, a des coûts aussi, tant psychologiques que physiologiques. 6 milliards de dollars sont déboursés en soins psychologiques, et même à ça, une personne meurt du suicide chaque 40 secondes. Et sur le plan physique aussi, la pauvreté. Les Nations Unies ont fixé 17 buts de développement durable pour le futur. Le numéro 1, c'est rayer la pauvreté de la planète. Savez-vous que la moitié des pauvres sont des enfants? La plupart sont des femmes, 70% sont analphabètes, et même dans mon pays natal, les 20% de la population les plus pauvres ne gagnent que 3% des revenus. Ensuite de ça, il y a 821 millions de personnes sur la planète qui se couchent chaque soir affamées, le ventre vide. Et il y a 2 milliards d'agriculteurs de subsistance qui sont complètement découpés des marchés internationaux qui les aideraient à diversifier leurs revenus. Alors, l'économie actuelle, je trouve, ne nous sert pas bien. On va prendre une pause maintenant pour regarder un peu l'histoire des modèles de la paix et du bonheur.
Et je vous montre ici une photo que j'ai prise cet après-midi d'une tablette en marbre. Et sur la tablette, entourée de deux anges bouddhistes, on voit un très bel écrit de Confucius, texte qui a été écrit il y a 2500 ans. Et dans ce texte-là, il décrit une économie de paix et de bonheur. Je vais vous lire la traduction. La société de la grande paix sera dirigée par le public, où le peuple élira des personnes vertueuses et capables d'administrer et valorisera la confiance et l'amitié. Les gens sécuriseront également la vie des personnes âgées jusqu'à leur fin, c'est-à-dire un système d'assurance sociale, laissant les adultes être utiles à la société, autrement dit travailler, et aider les jeunes à grandir. Ceux qui sont veufs, orphelins, sans enfants, handicapés et malades seront tous pris en charge. Les hommes prendront leurs responsabilités de pourvoyeurs et les femmes de gestionnaires dans la maison. Les gens n'aimeront pas voir les ressources gaspillées, mais ne chercheront pas à les posséder non plus. Ils voudront exercer leur force, mais ne le feront pas pour leur propre bénéfice. Par conséquent, les pensées égoïstes seront rejetées, les gens s'abstiendront de voler et les portes extérieures ne seront jamais fermées à clé. Je trouve ça très beau et il est étonnant de voir l'antiquité de la soif de l'humanité pour un meilleur modèle de l'économie. Alors, Confucius a été suivi justement par Aristote. Aristote a ajouté à cette belle vision l'autonomisation des foyers pauvres. Il a dit qu'il faut organiser les riches pour donner à chaque ménage pauvre une certaine somme d'argent, assez pour acheter un lopin de terre pour devenir agriculteur ou encore se lancer dans une petite entreprise. Adam Smith aussi. Adam Smith, qui est connu pour son livre La richesse des nations, était pas professeur d'économie, mais professeur de la théorie morale. Alors, sa chef-d'œuvre, c'est la théorie des sentiments moraux. Et il pensait que la richesse des nations était juste un exercice mental pour isoler et écarter les motivations les plus basses de la nature humaine pour qu'ils puissent aller vers la noblesse de notre vrai potentiel. De même, John Maynard Keynes, qui est le père fondateur de la macroéconomie suite à la dépression des années 30, avait lui aussi un côté très spirituel. Et un beau texte qu'il a écrit, La lettre à nos petits-enfants, reprend presque phrase par phrase la belle image de Confucius. La tragédie là-dedans, c'est que dans les cours d'économie, au bac, à la maîtrise et au doctorat, ces deux livres, La théorie des sentiments moraux et La lettre à nos petits-enfants, sont presque inconnus, sont rarement étudiés. Alors, c'est ça vraiment la base d'une économie de la paix et du bonheur. Alors, contrairement à ça, on a un autre modèle, le modèle de Baha'u'lláh qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Et c'est un système social à la fois progressif et pacifique. Pacifique, c'est la paix. Dynamique et harmonieux, c'est la paix. Les mots opératoires ici sont progressifs et dynamiques, contrairement à tous les modèles que je viens de citer, qui étaient statiques. Le modèle de Baha'u'lláh est dynamique et même récursif. Et ce dynamisme-là provient de la créativité et de l'initiative individuelle, qui est ensuite partagée dans la coopération et la réciprocité dont Frédéric Pescudet avait si bien parlé. Comme ça, chacun doit être protégé et doit vivre dans le plus grand confort et bonheur. Et finalement, le travail, qui est vu presque comme un mal nécessaire dans l'économie standard, mais qui est vu dans la foi bahaïe comme l'occasion de créer quelque chose de beau et même un acte d'adoration, le travail, cette belle occasion-là, va être fourni à tous.
et personne ne sera dans le besoin et ne sera vu dans les rues. Alors, ça, c'était en 1870 que Baha'u'llah avait émis cette émission-là. Et c'était un siècle plus tard, en 1974, que les Nations unies ont repris presque mot à mot cette idée-là. Je cite, « Il faut créer un nouvel ordre économique international fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les États, quel que soit leur système économique et social, qui doit corriger les inégalités et réparer les injustices existantes, permettre d'éliminer le fossé grandissant entre les pays développés et les pays en développement et assurer un développement économique et social en constante accélération. » Encore une fois, l'accent est sur le dynamisme du modèle. Et ça, c'est nouveau dans les modèles de paix et de bonheur. Alors, j'ai essayé de prendre un document qui s'appelle « Vers une humanité prospère ». Donc, prospère, c'est un terme économique, n'est-ce pas? Publié par la Maison universelle de justice en 1995 et transformé ce beau document en graphique pour vous montrer un peu le dynamisme du modèle de Baha'u'llah. On commence par intégrer, pour la simplicité de la présentation, les deux axes matériels et économiques qu'on a vus au début. Ça, c'est en bas, et en haut, c'est l'axe spirituel. Entre les deux, on a les deux autres axes, social et politique. Et l'humanité est appelée de passer du bas en haut, comme si on faisait le passage de l'adolescence à la maturité de toute l'humanité. Alors, c'est quoi le processus? Il faut commencer obligatoirement par la conscience de l'unité. Autrement dit, l'égalité, mais non identité des sexes, la réciprocité, l'absence de préjugés entre les autres ethnies, etc. À ça, on joint la force de la justice. Et cela va donner un processus magique qui s'appelle la consultation, qui va résulter en une coopération active. Pour que cette consultation marche bien, on a besoin, comme l'a si bien dit Sébastien, de deux inputs. En haut, le savoir spirituel, le pouvoir unificateur de la religion, et en bas, la science, le savoir matériel et bien sûr l'éducation universelle pour tous. J'attire votre attention sur trois concepts dans ce graphique. D'abord, l'égalité, mais non identité des sexes. Baha'u'llah ne veut pas que les femmes deviennent des hommes, mais plutôt qu'on leur accorde une place de poids égal au sein de la société. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les femmes sont d'abord les premières éducatrices de la génération future. Il y a un dicton amérindien qui dit « Une mère qui éduque son garçon éduque un homme. Une mère qui éduque sa fille éduque un peuple. » L'économiste Augusto López Claros nous donne un exemple saisissant sur l'importance de l'éducation des filles. Savez-vous que sur 193 pays au monde, seulement 21 sont dirigés par des chefs d'État féminins? Mais les 9 pays avec le nombre de décès à la COVID pendant la première année de la pandémie, le plus bas, là, le taux de décès plus bas, ont tous été dirigés par des femmes. Par exemple, le Taïwan avec 7 décès, la Nouvelle-Zélande avec 25 décès. Donc, c'est essentiel de donner l'égalité à la femme. En ce qui concerne la réciprocité que vous voyez là, nous pouvons faire appel à la belle théorie de Serge Christophe Kolm, un économiste français, qui a écrit une œuvre fascinante sur la possibilité de façonner un système économique basé sur le don, le contre-don et le don généralisé, dans tous les sens. Alors, ça tient debout et il prouve que le niveau d'utilité, comme on dit en économique au lieu de bonheur,
que le niveau d'utilité de tout le monde sera 3 fois plus élevé. Si on parle de la justice, il y a la belle théorie de John Rawls, professeur de Harvard. Et lui nous a posé une question, vous-même, vous pouvez faire l'exercice. Imaginez que vous attendez au ciel de naître. Donc, vous regardez la terre. Vous ne savez pas dans quel pays, dans quel corps, femme, homme, dans quelle région, dans une famille pauvre ou riche, dans un pays avec des ressources naturelles ou pas, dans quelle ethnie vous allez naître. Votre défi, c'est de créer un système de lois et d'institutions qui vous protège contre ce qu'on appelle la loterie de la naissance. Et à partir de cet exercice-là, Rawls a écrit tout un livre sur la théorie de la justice. Ensuite, la coopération. J'aimerais vous raconter une autre histoire. C'est Robert Axelrod qui a écrit un livre très intéressant sur l'évolution de la coopération. Il dit que dans la Première Guerre mondiale, où il y avait la guerre des tranchées, jour après jour, les Britanniques et les Allemands s'entretuaient, sans avancer ni reculer, c'était juste le meurtre collectif. À bon moment, une poignée de soldats britanniques a commencé à tirer dans les airs, parce qu'il fallait épuiser ces balles. Et tout de suite, les Allemands les ont imités. 3 ou 4 semaines plus tard, ils se sont invités pour la fête de Noël dans une seule et même tranchée. Ils ont dansé et chanté ensemble. C'est-à-dire, ça prouve que les êtres humains veulent, que les êtres humains ont soif de la coopération. Alors, deuxième moitié du graphique, on a le résultat de ça. D'abord, suite à la consultation, le pouvoir démocratique va évoluer avec une participation universelle. Et ce qui est intéressant, le gouvernement aura de moins en moins besoin d'intervenir dans la société parce qu'il y aurait d'abord des institutions spiritualisées. Dans la vision de Baha'u'llah, on prévoit un ordre administratif parallèle. C'est-à-dire qu'on a toujours le gouvernement, bien sûr, mais à partir du village le plus petit, allant jusqu'au niveau planétaire, il y a des conseils, des assemblées de 9 personnes qui consultent sur les problèmes qui empêchent justement la réalisation de la paix et du bonheur. Aux plus hautes instances, on a la Maison universelle de justice, également composée de 9 personnes à Haïfa, en Israël. Et un jour, cette Maison universelle va, on l'espère, régler les différends entre pays sans tomber dans la guerre. Parallèlement, dans chaque pays et peut-être localité, il y aura aussi ce qu'on appelle une maison d'adoration. C'est un lieu de culte au centre, mais autour, il y aura une bibliothèque, de l'hébergement pour les sans foyer, etc. Peut-être une clinique pour servir toute la population. Et encore une fois, pallier aux divers niveaux de besoins dans la société. Et peut-être plus intéressant pour le côté économique, un Commonwealth mondial qui va gérer toutes les ressources de la planète et accorder aux pays qui n'ont aucune ressource naturelle un certain accès à ces ressources-là. Entre autres, cela va résoudre le problème d'oligopole, c'est-à-dire qu'il y a une petite poignée de pays qui gèrent le marché pétrolier. Alors, ça va régler ce problème du marché du pétrole. Alors, ces institutions spiritualisées en haut vont être comme reflétées et accompagnées par pas juste une théorie nouvelle, mais vraiment des actions et des institutions économiques nouvelles. Par exemple, l'entrepôt villageois. Ça reprend un peu l'idée, la recommandation de Joseph au pharaon d'Égypte, parce que même aujourd'hui, on souffre des taches solaires
et donc à tous les cycles, il y a 7 ans d'affilée de sécheresse. Alors, un entrepôt villageois stabiliserait l'alimentation de la population et enlever beaucoup de ce problème de faim dans le monde. On parle aussi d'éliminer la bourse. Après tout, la bourse ne génère aucun bien physique tangible, offre beaucoup d'emplois à des gens qui ne font pas de contribution, je dirais, à l'économie. Et même la bourse est à l'origine de la Grande Dépression des années 1930 et même il y a quelques années, en 2008, une autre récession. Donc, pourquoi pas penser à éliminer la bourse. Les prix humanitaires. Alors, dans le beau livre Small is Beautiful de Schumacher, Schumacher a repris cette idée de prix humanitaire. C'est quoi au juste? Si dans un marché, on a un vendeur qui est vraiment très, très pauvre, il n'y a presque pas de vêtements sur son dos, et qu'un homme riche veut acheter ses oranges, il va donner une prime, il va augmenter le prix. Donc, on peut ajuster le prix, pas juste pour maximiser le profit net, mais pour vraiment tenir en compte l'état économique de la personne en face. L'autonomisation des ouvriers, c'est-à-dire que surtout dans la période de la révolution industrielle, les ouvriers dans les usines étaient presque des esclaves. Ce que Abdu'l-Baha nous suggère, c'est de leur accorder à la fin de l'année 20% des profits de l'entreprise, mais pas en argent, sous forme d'actions dans la compagnie, qui va les fidéliser et les motiver à travailler encore plus fort et avec plus de fierté. Et on va les inviter aussi à assister à des tables de consultation, justement, dans le sens que je viens d'expliquer, pour les décisions les plus importantes de la firme. Et finalement, dans cette économie nouvelle, il y aura un partage volontaire de revenus. Là, vous allez dire, mais Peter, tu rêves en couleur. Donc, on va garder le système d'impôts. On ne peut pas remplacer les impôts par le partage volontaire. Oui, alors c'est ça. Donc, je vais essayer d'expliquer mon idée avec un petit graphique. Mettons un ménage riche qui a sur l'axe horizontal de l'argent à donner ou à garder. Et son niveau de bonheur par habitant, mettons qu'il y a 4 personnes dans le ménage. C'est une maison nantie. Alors, ça a été prouvé dans plusieurs pays qu'il y a un point de fléchissement du bonheur au-delà d'un certain niveau de revenu. J'ai lu il y a 2 semaines qu'au Canada, on l'estime dernièrement à 110 000 $ canadiens après impôt. Alors voilà, si on commence à avoir trop de revenus, notre bonheur baisse. Alors vous allez dire pourquoi? Mais c'est parce qu'on commence à se soucier du vol. On commence à passer nos journées à regarder la bourse. On commence à s'inquiéter de nos enfants qui décrochent de l'école parce qu'ils savent que papa est richissime, etc., etc. Donc, le ménage nanti, et la même chose s'applique aux pays aussi, pays riches et pays pauvres, le ménage ou le pays riche qui a 200 000 $ aura intérêt à s'en débarrasser pour remonter à 150 000, mettons. Okay? Et il y a plusieurs façons de le faire. Il pourrait carrément les brûler ou les jeter à la poubelle. Mais l'option alternative est de donner ce 50 000 $ à un ménage pauvre. Parce qu'on pourrait voir la voie du milieu, qui est commun à toutes les religions. Donc, on donne ça. Le ménage riche augmente son bonheur de 3 à 4, le ménage pauvre de 1 à 2. Mais vous allez dire, mais Peter, écoute, c'est ça que notre système d'imposition fait déjà. Pourquoi réinventer la roue? Mais c'est pas vrai, parce que les bénéfices ne s'arrêtent pas là.
vous avez déjà répondu plus tôt dans la présentation que vous préférez les dons à l'achat et la vente, ou même à payer des impôts. Donc, sachant qu'il aide un ménage pauvre à s'améliorer, le ménage riche va monter à un niveau de bonheur de 5. Et sachant qu'il y a quelqu'un qui se soucie de lui, le ménage pauvre va se sentir mieux dans sa peau. Alors, lui aussi va monter d'un niveau de bonheur de 2 à 3. Et c'est ça la magie du partage. C'est personnel, c'est senti, c'est moral. Ça fait appel, comme dans la théorie des sentiments moraux de Smith, à nos instincts les plus nobles. Alors, le petit modèle continue, et là, c'est presque terminé. Ces trois institutions-là vont donner la paix. Dans un premier temps, ça va être la moindre paix. Dans le modèle Baha'u'llah, la moindre paix veut dire l'absence de violence conjugale et autres, et même de guerre. Ce n'est pas encore la plus grande paix qui est vraiment des gestes positifs envers les autres. Alors, cette paix et stabilité-là va donner une stabilité structurelle sur la planète, beaucoup plus de prestige à chaque nation qui ne sera pas en guerre, et bien sûr, la prospérité à tout le monde. Entre autres, cette prospérité-là, cette paix-là va permettre la démilitarisation et le transfert de ressources financières vers la santé, l'éducation, les revenus viables, garantis, etc. Et donc, la paix va finalement donner lieu au bonheur. Mais vous allez dire, mais Peter, là, tu as parlé de la moindre paix. Qu'en est-il de la plus grande paix? C'est qu'il y a des cycles, des boucles de rétroaction. C'est un modèle récursif. Et donc, après plusieurs passages, ce bonheur va mener encore une fois à l'origine, qui est notre sentiment de l'unité. Le processus va se poursuivre, et par évolution de la coopération, on va arriver finalement à la plus grande paix. Alors, on a presque terminé. Les conclusions. Il y a une conclusion générale pour chacune des parties de la présentation. D'abord, le bonheur humain est un ballon gonflable, mais peut se concevoir comme un ballon gonflable qui repose sur 5 dimensions clés qui sont assujetties à des entraves. Et c'est à nous de penser à utiliser l'équité et l'équilibre pour enlever ces entraves et redresser le ballon. Je pense qu'on est d'accord que la théorie économique actuelle est mal conçue, ne reflète pas nos véritables préférences et ne résulte qu'en guerre, inéquité et souffrance. Et finalement, le nouvel ordre mondial de Baha'u'llah constitue non seulement une synthèse des philosophies et religions intérieures du passé, mais aussi dynamise la réalisation progressive de la paix et du bonheur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Beaucoup de réflexion. Oui, bravo pour cette présentation rigoureuse, puis surtout de nous amener vers toute une réflexion philosophique, hein, parce que la trame de fond, on sent bien que c'est toute une réflexion philosophique qui est sous-jacent à ta demande, de même qu'une réflexion spirituelle, bien sûr. Alors, j'ai quelques questions qui commencent à rentrer. Oui. Je vais te poser ces questions. Donne-moi. OK, je vais commencer par celle-ci. Ne faut-il pas passer par certaines reconnaissances politiques avant d'en arriver au bonheur de tous? Pensons ici à Amartya Sen, qui a fait reconnaître que les statistiques, notamment celles du produit intérieur brut, ne reflètent ni le développement d'un pays ni le bien-être de ses habitants en proposant l'indice de développement humain. Hein? En tout cas, ça a été un premier pas, cet indice-là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que c'est maintenant reconnu par l'ONU qui intègre en plus de la richesse nationale l'état de santé de la population, son taux de
scolarisation? Ne faut-il pas mettre des bases qui améliorent ENT et réellement la vie des gens pour y arriver? Quel est ton avis là-dessus sur ce fameux indice de développement humain? Mais, moi, je l'adore et de plus en plus, c'est accepté comme un indice parallèle au PNB par habitant qui était là depuis les années 50. Amartya Sen est très intéressant comme penseur parce que c'est lui qui nous a donné un nouveau terme en anglais qui s'appelle capabilité. Alors, il dit que comme partie intégrante de de cette nouvelle mesure de bien-être, il faut donner à chaque individu dans la société, et là on parle des enfants, des femmes, des riches, des pauvres, plus de capacités. Et cela passe par l'éducation, mais aussi par des changements institutionnels. La question me fait penser aussi au concept du bonheur national brut qui a été véhiculé par le Bhoutan. Et je dirais malheureusement à tort. C'est une faute. Parce que les Népalais qu'on a reçus au Canada, qui sont ici même dans le secteur mesuré, ont fui le Bhoutan à cause de la génocide. Alors, c'est un très beau concept. Ça a augmenté le tourisme culturel vers le Bhoutan. Et je pense que le concept est valable. Mais il faut faire attention pour les mesures, justement. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette question. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, le plus important, c'est de savoir un peu tes bases. Je voudrais juste revenir avec ce que tu as dit avec Amartya Sen, puis la capacitation. Enfin, je sais qu'en anglais, on dit capabilities, puis en français, c'était la capacitation. Il y avait aussi mis en forme, il y avait aussi mis en place le microcrédit pour aider les gens pauvres en Inde à se prendre en main. Oui, Enfin, là-dessus, le prix Nobel de la paix a été oui. accordé à son pays voisin, qui est le Bangladesh, pour ce qu'on appelle en Afrique, ça s'appelle des tontines. Mais c'est le système qu'un groupe de femmes se réunit pour gérer une certaine somme d'argent qui leur est donnée. On commence par une chèvre ou une vache et tranquillement, on multiplie la richesse pour devenir vraiment des propriétaires et des gestionnaires chevronnés, c'est le cas de le dire. Et je pense que ça aussi, il y a tant de beaux mécanismes. Je vais dire aussi que le mouvement Desjardins au Québec est à la frontière de ces actions-là d'établir des coopératives un peu sur la planète, surtout en Afrique, en Amérique latine. Donc, oui, tout ça, c'est fait partie de cette idée de repenser l'économie. C'est ça. Puis Body Shop aussi, parce que la femme qui avait créé Body Shop voulait utiliser les ressources locales et toute l'idée du recyclage, ça date quand même des années 70, c'était assez avant-gardiste. Oui, Mm. c'est ça. Une autre question de Mike Power. Comment réussir la transition d'un ordre économique défaillant, hein, qui est encore soutenu par des riches et puissants, vers un ordre économique plus équitable et soutenable à long terme? Ça, c'est un effort de longue haleine. Je reviens, une chance que j'ai mentionné, Mike, le modèle de Axelrod. Sa thèse, sa conclusion, c'est qu'une infime minorité de gens qui partagent la même vision du futur peut éventuellement transformer toute la société. Je vais vous dire. Donc, dans les tranchées, c'était une poignée de soldats britanniques qui ont commencé à tirer dans les airs. Dans les initiatives de rebâtir nos communautés au Canada, les bails commencent par des petites poignées de personnes. Mais c'est un modèle qui se propage tranquillement. Et donc, c'est une transformation qui va se faire de bas en haut, de bas en haut. C'est vrai qu'aux plus hautes instances, les baillis sont de plus en plus sollicités pour donner des recommandations au gouvernement, etc. Mais je pense malheureusement que cela ne suffira pas. C'est vraiment la population de base qui va trouver la vérité, la puissance de l'équité et du partage.
Donc, je pense que c'est ça. Mais ça va prendre des décennies. Hein. Ça va prendre peut-être des siècles avant qu'on transforme toute la société. Mais c'est ça le processus. L'évolution de la coopération. C'est ça le titre même du livre d'Axelrod. Eh bien, tu as introduit très bien la prochaine question. D'après toi, est-ce que la démocratie est une garantie au bonheur? Non, pas du tout. Pas du tout. Il suffit de penser à la Grèce antique pour savoir qu'il dans une soi-disant démocratie, il y avait des esclaves et que les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc. Mais c'était peut-être la forme la plus pure qui a déjà existé de la démocratie de toute l'histoire humaine. Mais ça ne garantit pas le bonheur, pas du tout. Donc, c'est un élément parmi d'autres. Vous vous souvenez des trois cases dans le modèle avec la démocratie au milieu. Et j'ai dit que les instances gouvernementales démocratiques n'interviennent que si il y a une différence soit de marché ou dans les institutions spiritualisées. Donc, je dirais non, ça prend tous les trois avant de garantir le bonheur. Merci. Prochaine question. Tu es bombardé, hein, Peter? Pourquoi? C'est la guerre. C'est la guerre des questions. Ça commence à tirer dans les airs. Exact. Pourquoi faudrait-il éliminer la bourse? C'est en fait seulement un mécanisme organisationnel des marchés, non? Il en faut de ces mécanismes. Qu'est-ce qui la remplacerait si on en viendrait à l'éliminer? Oui, je pense que la réponse, parce que j'ai une formation en économie agricole, c'est de garder les marchés futurs. Donc, il y a des futures markets qui gèrent très bien les denrées. Mais la bourse est beaucoup plus un marché de spéculation. Et je trouve que, oui, si j'investis 1 000 $, peut-être que 5 ans plus tard, j'aurai 4 000. Mais c'est un peu sur le dos des spéculateurs et de d'autres personnes qui auront perdu. Je trouve que c'est vraiment, c'est un peu comme le marché des bitcoins aussi. C'est bâti sur rien, c'est un château de sable. Alors, j'ai beau chercher dans les écrits, je pense avoir lu qu'on préconise l'élimination de la bourse. Mais en tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup d'utilité. Autre question, ne pourrait-on pas penser à un système basé sur l'expression qu'on utilise de plus en plus, la juste part, pour repenser les inégalités et la richesse? Souvent, cette notion de juste part est avancée chez les philosophes, économistes, Oui. évidemment, et on fait valoir qu'il faudrait revoir justement les impôts, hein, à ce niveau-là, et de promouvoir le concept de juste part pour que les plus riches payent plus. Oui. Et tout ce système-là qui est proposé. Donc, il y a le court terme et le long terme, comme j'ai dit. Sur le long terme, avec la propagation de notre beau modèle, on aura très peu d'impôts comme système, mais vraiment un système de partage volontaire. Et déjà, dans la foi Baha'i, on a le partage bénévole sous la forme de ce qu'on appelle le hukukula. Donc, mais sur le court terme, on a ces impôts-là et il y a des gens richissimes qui ne payent aucun impôt. Alors, le problème, justement, c'est qu'ils ne paient pas leur juste part. C'est un problème qui est vraiment difficile à régler parce qu'on a essayé depuis des décennies. Je n'ai pas vraiment la solution. Donc, revoir les politiques fiscales et d'imposition. Mais non, malheureusement, je n'ai pas de solution à offrir. C'est une grande réflexion. Qui a posé la question ou celle pourrait nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'il y a une voie de sortie? Non, c'était surtout ton avis qui comptait ici, cher Peter. Oui, Michael nous dit qu'on monte les taxes sur les riches et ils partent pour les Caïmans. C'est un peu ça. C'est vraiment difficile. Mais d'où l'importance d'une économie mondiale.
on a actuellement à peu près 212 pays, 212 économies nationales qui sont vraiment désorganisées. Ça prend avec le Commonwealth mondial et avec, j'espère, l'aide des Nations unies, une économie unie, un peu comme l'a déjà fait en Europe. Et avec ça, on pourrait imposer peut-être un revenu minimum pour tous les ménages de la planète, par exemple. Et cette semaine, on a déjà fait un grand pas en avant vers ça parce qu'on a conclu, donc parmi plusieurs pays, sur une taxe des entreprises universelle. Donc, dans tous les pays, il y a une taxe minimum que toutes les entreprises doivent payer. Ça, c'est un grand pas en avant. C'est ce genre de processus petit à petit qui va nous mener vers peut-être une solution de long terme. Mais ça ne sera pas, selon moi, à l'intérieur de chaque pays. Ça prendra une unification, une unification, comme l'avait dit Daniel, une unification globale sur les politiques d'imposition. Parfait. Je continue. Alors, impôts et bourses, inflation, ce sont tous des artifices du système monétaire, banque centrale et fiat currency. Comment avoir une économie de partage de bonheur sans adresser la question du système monétaire? Aussi, Baha'u'llah avait permis l'intérêt dans l'ACDA, ce qui implique un profit motive. Comment voyez-vous cet aspect dans votre modèle d'une nouvelle économie? OK. Je vous demanderai Oui, je vais la relire. relire la question parce que là, j'ai saisi l'idée de la devise, mais relisez-moi ça, s'il vous plaît. Oui. Impôts et bourses, inflation sont tous des artifices du système monétaire, donc banque centrale et fiat currency. Comment avoir une économie de partage sans adresser la question du système monétaire? On va répondre à celle-là. OK. Bon, mais dans le modèle de Baha'u'llah, on parle d'une devise, d'une seule devise planétaire. Et cela va régulariser tout ce profiteering, c'est-à-dire prendre profit des différences de taux de change. Donc, ça aussi, c'est un peu comme la bourse, on joue là-dedans. Alors, s'il y en avait, comme l'Europe, l'euro, mais un euro pour toute la planète, le planéto, ça réduirait de beaucoup ce problème d'unification des devises. Alors, la bourse, j'en ai déjà parlé, que c'est ça. C'est pour la première question, je dirais ça. Oui, ça c'est Et la deuxième partie de la question? La deuxième, c'est aussi, Baha'u'llah avait permis l'intérêt, hein, les intérêts dans l'ACDA, ce qui implique un profit motive. Comment voyez-vous cet aspect dans votre modèle d'une nouvelle économie, c'est-à-dire les intérêts, là? Oh, mais c'est parfaitement légitime. Il faut canaliser le capital vers les investissements qui sont les plus rentables. Et si on ne sert pas dans nos modèles d'investissement d'un taux d'intérêt réel ou fictif, le taux de retour intérieur, comme on dit, on ne saura pas où investir pour maximiser les bienfaits de l'investissement pour l'humanité. Donc, il est logique non seulement que la personne qui prête reçoive un intérêt en retour, mais encore plus qu'on sache où canaliser nos capitaux. Donc, je pense que c'est parfaitement légitime de demander un taux d'intérêt et de s'en servir même comme indice macroéconomique. Autre question, est-ce que les actions éthiques à la bourse valent la peine pour développer des intérêts? J'imagine la question ici, c'est est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne des actions ou qu'on soit dans des placements éthiques puis faire de l'intérêt? Est-ce que d'après toi, ça vaut la peine? Quelle est ta réflexion là-dessus? Oui, mais à court terme, oui. Il faut vraiment que les entreprises, comme socialement responsables,
aient accès aux revenus qu'ils ont besoin. Ça fait donc continuité avec la réponse que je viens de donner. Et il faut aussi, lors des impôts, que les entreprises qui contribuent à la société entourante, donc investir dans des écoles, des hôpitaux autour, ce qu'on appelle l'investissement social, soient libérées d'une certaine portion de leurs impôts. Donc, il faut encourager ce mouvement-là. Donc, de la part de ceux qui investissent dans la bourse et de la part des compagnies qui reçoivent, qui à leur tour vont faire développer la communauté autour. Donc, oui, c'est ça. C'est un peu l'exception dans ma vision globale de la bourse. Oui, puis en tout cas, c'est ça. On voit que ça suscite de plus en plus d'intérêt, ces placements-là, chez la jeune génération, parce que Oui. la jeune génération questionne énormément les placements, vont probablement soit investir dans des compagnies qui ne font pas de l'armement, ni le tabac, ou qui protègent l'environnement. Là, on voit que des questions sont de plus en plus posées au niveau financier. Oui. Et dans la même veine, il y a aussi le café équitable. Oui. Et les autres compagnies avec qui on peut transiger presque directement sont passées par les intermédiaires. Oui. Et ça aussi, donc, on peut acheter du café d'une coopérative au fin fond du Pérou et eux vont recevoir une plus grande part, justement, la juste part, une plus grande part des profits parce qu'on coupe toute la chaîne de vente. Alors, il y a beaucoup de ces choses-là qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le système actuel. Donc, il y a quand même des lueurs d'innovation dans ça. Oui, oui. Selon toi, Peter, les changements de culture actuels sur la protection de l'environnement peuvent-ils inspirer le changement de culture en économie? Absolument, absolument. Je suis content d'entendre qu'il y a des changements de culture par rapport à l'environnement, par contre. Alors, mais en autant que c'est le cas, oui. Parce que l'environnement, comme je vous ai dit avec la métaphore du beigne, l'environnement fait partie intégrante de la frontière de l'économie avec le reste de la société. Donc, il est important de voir ces actions-là. Excuse-moi, il y a mon fils qui arrive. Alors, c'est ça. Oui, donc il y a un changement de culture qui doit... Donc, l'économie doit s'adapter de plus en plus à cette prise de conscience-là. Je pense que oui. Juste au niveau des bitcoins, si on le voit, au début, ça a suscité beaucoup d'intérêt, mais là maintenant, avec l'impact que ça a sur l'environnement pour faire marcher justement le minage, Oui. c'est énormément questionné, là. On le voit juste. Absolument, Ouais, absolument. C'est un peu tragique que les gens veulent comme couper court au processus réel de créer quelque chose et de l'échanger dans le partage. C'est ça la belle vision de l'économie. ouais. Donc, l'économie a trois termes, produire, consommer et vendre. Ça, c'est vraiment la chose. Alors, moi, je préfère changer ces mots-là pour créer, échanger et partager. Donc, il faut changer notre conception même de ce qu'on fait avec l'économie. Oui, c'est vraiment un beau mot de conclusion. Je sais que dans le chat, ce qu'il reste, c'est des réflexions que je peux te lire. David dit, on parle de bonheur, de partage, mais on utilise des mots comme imposer, taxer les riches. Le problème n'est pas une question de politique de taxation, mais d'éveil spirituel. Oui, ah oui. David, tu as complètement raison. Oui, c'est ça. D'où le Hukukula. Il rajoute d'où le Le Hukukula. Coca-Cola et le graphique que j'ai montré et la patience. La patience est une qualité spirituelle parce que c'est pas demain que cette vision de l'économie va Ouais. se réaliser. David, je ne sais pas si la question était rattachée à quoi, mais ils disent, bon, j'imagine que c'est les placements éthiques. En tout cas, je ne suis pas certaine. La question, c'est, la redonne-t-il vraiment ou crée des fondations qui deviennent des moyens de contrôle au niveau des agendas politiques mondiaux? Comment pouvons-nous, de façon individuelle,
contribuer à bâtir, ben, peut-être que ce serait celle-là la question, puis on pourrait terminer là-dessus puis aller avec un échange ad lib. Comment pouvons-nous, de façon individuelle, contribuer à bâtir cette nouvelle économie que tu proposes ce soir? Comme Euh, individu, là, on part avec oui, quoi? oui. Mais un premier geste, et je n'ai pas eu le temps dans la présentation de mentionner ça, mais le terme nouvel ordre mondial, il faut reprendre les gens quand ils se servent de ce terme-là à tort. Il y a des livres qui ont été écrits avec même le titre. Donc, il y a un pasteur américain, Pat Robertson, qui a publié un livre avec le titre Nouvel ordre mondial, qui parle d'une conspiration mondiale de la Banque mondiale et du FMI et tout ça pour s'accaparer de toutes les ressources de la planète. Et donc, c'est une conspiration anti-chrétienne et tout ça. Ça n'a rien à voir avec la vision de Baha'u'llah. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser le terme nouvel ordre mondial assez souvent et reprendre les gens. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une conspiration mondiale. Peut-être qu'ici même, vous en avez entendu dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est d'agir localement. Penser globalement et agir localement. Parler avec vos voisins, faire des petits projets communautaires ensemble. Et de fil en aiguille, les conversations vont s'ouvrir sur le pourquoi de travailler ensemble. Et là, mais il y a une vision. Est-ce que vous n'êtes pas plus heureux? Est-ce qu'on n'a pas plus de paix ici à la communauté en faisant quelque chose ensemble? Donc, je pense que c'est vraiment un travail qui demande encore une fois de la patience, mais de la persévérance et vraiment de la flexibilité quand on interagit avec les gens autour de nous. Mais je suis sûr que ça va arriver un jour. Ça pourrait être ça. Puis il y a aussi quand même des structures qui se sont mises en place. Bon, c'est sûr qu'on a parlé du FMI, etc., mais Transparency International aussi, qui regarde ce que font les entreprises, quelles sont les conditions de travail, etc., qui alerte. Puis comme individu, on peut très bien soit encourager ou ne pas acheter. On a quand même un pouvoir d'achat. Hein? On pourrait très bien boycotter certaines organisations dont les conditions de travail, le travail des enfants, etc., qui pourraient... il en revient à nous, en quelque sorte, hein, à décider de ne pas les encourager. Oui, mais il y a un phénomène aussi qui est vraiment néfaste, c'est ce qu'on appelle surveillance capitalism, le capitalisme de surveillance. Oui. Et ce qu'on fait, c'est qu'on récolte nos données personnelles, sans en demander la permission, bien sûr, sur Facebook, YouTube, n'importe quel autre chat, etc., Messenger, et on les vend. On les vend à des entreprises. Et les entreprises vont faire de la publicité personnalisée envers nous. Je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près 6 mois, j'ai commencé la recherche d'un petit chiot. Le lendemain, donc j'ai écrit à une entreprise à Victoriaville. Le lendemain, je commence à recevoir des pubs dans mon stream sur Facebook sur la nourriture des chiens. Et c'est instantané. C'est-à-dire qu'ils manipulent non seulement nos données personnelles, mais aussi nous guident vers un comportement d'achat involontairement. Et la plupart de nous, on tombe dans le piège. Ça, c'est la face cachée. Et le pire côté du capitalisme de marché, on vend n'importe quoi à n'importe qui pour gagner un peu plus d'argent. Alors, j'espère qu'un jour, on pourra se libérer de cette mentalité-là qui permet à certaines personnes de concevoir un tel comportement. Je l'ai mis dans le chat, là, le capitaliste de surveillance de Shoshana Zuboff, qui est un prof de l'Université d'Harvard, réputé, qui a une analyse aiguë, une plume incroyable. Il est traduit en français. Pour ceux que ça intéresse, une lecture d'été, tiens, dans cet âge d'intelligence artificielle. Là. Je l'ai déjà lu, elle est vraiment
excellente. Oui, c'est ça. Exactement, Très, très, très exactement. éloquente. Et ce qu'elle dit est très, très vrai aussi. C'est une Ouais, menace à la ouais. liberté. En passant, le mot capitaliste de surveillance vient d'un fonctionnaire canadien. Elle était dans une réunion, juste pour la petite histoire, puis elle alertait sur certaines choses, puis à un moment donné, il y aurait eu un fonctionnaire canadien qui avait dit, ben, on rentre dans l'ère du capitalisme de surveillance. Puis elle a fait, Wow. yeah, j'ai mon titre. C'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a dit. Vraiment, Peter, on arrive à la fin des questions. Ça a été très enlevant, vraiment des réponses riches, incroyables. Ça nous conscientise encore plus à l'importance de nos gestes à l'égard de l'économie. Puis en même temps, ça nous invite, qu'on connaît la foi ou pas, à approfondir le modèle proposé par la foi bahaï de ce nouvel ordre mondial qui intègre justement le modèle que tu nous as présenté et qui propose une nouvelle économie basée sur la réciprocité, le partage, le don pour augmenter justement ce bonheur sur la Terre. Quelle belle synthèse que tu viens de nous donner. C'est exactement ça. Enfin, ben merci à tous. Moi, ce que je vous propose, ceux qui veulent plus parler à Peter, ben, pour pas que ça devienne une cacophonie, peut-être je vous laisse le contrôle. Là, je m'efface comme animatrice. Si vous avez le goût de saluer Peter puis de lui parler, là, je vous laisse ainsi. Merci encore à tous. Peut-être que je vais demander à Soël, juste avant de libérer les paroles. Merci Soël, j'oubliais complètement mon devoir d'animatrice. Juste pour vous dire que ça terminait la dernière série de Coins de feu avec Peter. Donc, c'est bien. Hein? On commence l'été et il nous amène dans une réflexion quand même assez profonde sur notre pouvoir d'achat et nos actions. Je voulais juste vous dire que c'est une conférence aussi qui est sous le chapeau de la communauté bahaïte de Québec. Vous voyez ici à l'écran quelques principes bahaïs. Donc, on voit un des principes, je voudrais attirer votre attention sur le principe de élimination des extrêmes richesse et pauvreté. Il faut quand même souligner le fait que dans la foi Bahaï, c'est là depuis le début, depuis que le prophète Baha'u'llah a énoncé ces principes que vous voyez à l'écran. Et c'est un élément majeur qui résonne peut-être beaucoup aujourd'hui, mais au début du siècle, ce n'était pas si évident que ça de dire nous allons éliminer les extrêmes richesses et pauvreté. On peut réaliser toute la pertinence de ce principe Baha'i par la conférence de ce soir. Donc, l'enregistrement va être déposé sur le site web de la communauté Baha'i de Québec et on va prévenir les amis dès que ça sera prêt. Merci à tous et je m'efface. Je vous laisse ouvrir vos caméras et envahir Peter de toutes sortes de questions peut-être ou remerciements que vous aurez à lui de dire et demander. Bonne Mais à moi, soirée. avant que tu ne t'effaces, de te remercier chaleureusement, toi et toute l'Assemblée spirituelle de Québec, pour cette belle série de conférences. Et moi, j'avais la part facile. Je suis arrivé un petit dernier pour faire la synthèse de toutes les autres belles présentations. Et je trouve que c'est un modèle qui doit absolument se poursuivre l'année prochaine. Alors, merci encore. Tu es très éloquente et une très bonne animatrice. Merci beaucoup.